Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale. Bienvenue dans votre émission Aventure chasse-pêche. Cette semaine, Kate, on retourne en Afrique, entre autres? Ben oui, écoute, deuxième partie du reportage de votre chasse en Afrique. À toi, Patrick. Je pense que ça va être un topo aussi intéressant que le premier. Ça a tellement été le fun qu'on avait trop d'images. On fait deux topos avec ça, puis that's it. Il y a du monde en studio, à part moi et ton toit. Il y a pas mal de monde qui vient nous rencontrer. Oui, puis du beau monde. C'est le fun de les avoir avec nous. Le ministre Dufour qui vient faire un tour pour nous parler de la fin de semaine de la relève de la chasse qui s'en vient. Soupa, il va nous parler un petit peu des détails à ce niveau-là. J'ai vu François Lebel aussi, biologiste Grande Fonte. Si tu peux répondre aux questions qu'on avait demandées aux auditeurs sur Facebook, ça? Exactement. Vos questions, on les pose directement aux biologistes. Ça, j'aime ça. Oui. Ça va pas mal remplir l'émission parce que c'est deux personnes qui parlent beaucoup d'habitude. Ça. Quand même, ils ont du contenu aussi. Moi qui dis que d'autres personnes parlent beaucoup. Anyway, c'est pas grave. Oubliez celle-là. Oubliez celle-là. On est présentement à la pêche, mais il y a quand même des espèces qui ferment bientôt. Ça, à la fête du travail, je me trompe pas. C'est la fête du travail, pas mal, la limite. La fête du travail qui vient de passer, donc dans le fond, qui marque un petit peu la fin de certaines pêches, donc certaines espèces qu'on pêche. C'est ça, la truite proprement dit. Donc, mais il existe encore plein d'autres belles pêches l'automne. Il y a aussi des... je me trompe pas, il y a des pourvoyeurs, il y a des pourvoyeurs qui ont une dérogation, qui ont de la pêche automnale à la truite. Et c'est une belle opportunité parce qu'on peut vraiment aller chercher des spécimens là, rouges sur le ventre. Honnêtement, c'est wow! Mais oui, il y a d'autres espèces, c'est sûr. Écoute, au Québec, on n'est pas limité à la truite. C'est ce qui est plaisant. Puis c'est encore possible de pêcher sur tous les territoires. Plusieurs percidés, entre autres. La perche, le doré. Exact. C'est des belles espèces qui sont le fun à faire. Puis on peut même les faire encore à gué. C'est le fun. Je veux dire, c'est des pêches qui sont faciles puis accessibles. Dans une autre optique, qu'est-ce qu'on a aussi? Ce qui signifie automne signifie la chasse. Oui, la chasse. Préparation de la chasse. Où est-ce qu'on devrait en être, d'après toi, Martin, à ce moment-ci, donc deuxième semaine de septembre? Où est-ce qu'on en est dans nos préparatifs de chasse? Tu me connais, puis je fais un petit aparté là-dessus. Avant même de préparer ce qui se passe dans le bois, mon arme devrait avoir été vérifiée, nettoyée, vérifiée au champ de tir, je devrais avoir pratiqué. Maintenant, pour ce qui est dans le bois, ce qui t'intéresse, la question, c'est le temps, là, si vous ne l'avez pas fait, d'aller faire tout un tas de microsalines, parce qu'on comprend que la pandémie a limité l'accès à certains territoires pour beaucoup d'entre vous. Et la question qu'on reçoit, c'est toujours le temps de faire des salines? C'est toujours le temps de faire une saline. En pleine saison de chasse, on va oser souvent déplacer des micro-salines pour créer des arrêts à des endroits pour pouvoir récolter, par exemple, un gros mâle qui passerait à l'arrière de notre point de nourrissage. Ça veut dire que c'est possible sur un territoire où il n'y a pas de salines présentement parce que vous n'avez pas eu le temps d'en faire là des salines. Alors, en temps normal, nos salines auraient dû être faites comme en début de saison. On aurait dû déjà avoir une première réactivation de fait et je devrais être en train de consulter mes caméras de surveillance pour établir ma stratégie de chasse, aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme activité sexuelle potentielle dans ces secteurs-là. Les orignaux, on m'informe que ça fait déjà un bon bout de temps que ça bouge. Cette année, ça a commencé très de bonne heure. La truite n'était pas finie, que ça jasait dans le bois. Ça va être une année qui va bouger et pas à peu près. Allez-y avec les leurres sexuelles, donc les leurres de type phéromones, urine, etc. Des cales de femelles, surtout au début de la chasse, au doux matin, là, ça devrait être payant cette année. Donc, et on devrait justement réajuster, suivant nos caméras de chasse, peut-être des nouveaux postes de microsalines pour essayer d'aller interroger d'autres territoires si jamais on n'a pas ou plus d'achalandage, parce qu'on sait que c'est aussi le moment de l'année où est-ce que les animaux qui étaient sur nos salines, comme ça, et ils disparaissent. Ils sont plus là. Mais ils sont partis à la chasse, eux autres aussi. Exactement. Il faut aller voir un petit peu ailleurs sur le territoire. Puis une bonne façon, c'est de laisser des leurres, donc des micro-salines qu'on va faire à gauche et à droite avec des caméras. Là, on les déplace. Regardez par terre aussi, ça laisse des traces, ces animaux-là. Regardez les branches. On voit souvent les chemins par lesquels ils passent par les accros des branches, sur les branches par des panaches. C'est possible. En résumé, c'est notre équipement doit être prêt. Notre prospection de territoire et nos salines aussi. Puis après ça, c'est de se préparer mentalement à aller caler et à se diriger dans le bois. Absolument. Mais là, c'est qu'est-ce que je dois faire mentalement? Non. On va prendre une pause. Parce qu'après la pause, on a une ministre en studio. Je vais quand même prendre la peine d'aller consulter un peu la documentation qu'on a reçue. Question d'être à la hauteur de M. le ministre. Alors, si tu me permets, on part à la pause. Après la pause, le ministre Dufour qui est avec nous en studio.
Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Il se fait un devoir de venir nous voir périodiquement, du moins à toutes les fois qu'il le peut. Il est en studio avec nous, M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. Comment allez-vous? Bonjour Martin, va très bien. Oui, on vient de passer au travers de pourtant une période qui était quand même assez difficile, mais de laquelle vous en êtes très bien sorti. Je veux dire, si on fait un récapitulatif, on vient de passer au travers, on est encore dedans, mais on vient de passer au travers du pire de la pandémie, de la COVID, dans laquelle tout le monde a perdu leurs activités, patins, bingo, salle de danse, etc. Votre administration a réussi à conserver nos droits de chasse, nos droits de pêche, nos droits de villégiature, puis je tiens à le souligner, ça. Bien, merci beaucoup. Très apprécié. Puis, je pense que de notre côté, tu as aussi fait en sorte que ça a été bien apprécié, je pense, par nos chasseurs, parce qu'il y a nos pêcheurs. Bon, on a ouvert un petit remerciement sur le web en disant, dites donc merci à cette administration-là. C'est toute l'équipe. Il y en a une partie en studio ici. Vous en avez bien plein aussi au ministère. On voulait que les chasseurs en soient conscients. Ils vous envoient ce merci-là et ça vous a rejoint. Vous l'avez reçu, ce merci-là. Oui, et définitivement que ça n'a pas été simple, parce qu'on le sait que les 2 premières fins de semaine, ça a été des fins de semaine qui étaient à l'eau et tout le monde avait peur que la saison de pêche, entre autres, soit complètement abandonnée. Par contre, on a eu une écoute attentive auprès du gouvernement, auprès de la santé publique. Et je peux dire une chose, que très heureux de voir qu'on a eu une vente de permis de pêche de très bonne augure, qui a très bien été. Moi-même, j'ai été quand même dans 2 pourvoiries. Je suis allé voir un peu ce qui se passait. J'ai eu la chance de bénéficier quand même d'une belle fin de semaine aussi. Et on a pu voir un peu qu'il y avait de l'achalandage et que le monde était très heureux de pouvoir pratiquer ce sport-là, parce que comme tu le mentionnes, il y a beaucoup d'autres activités qui n'ont pas eu la chance de rapidement être mis en état de marche. Donc, du côté de la pêche, je pense qu'on peut dire qu'on a sauvé une grande partie de la saison. Et ça, il faut s'en souvenir. Bon, c'est sûr que ça rebondit de gauche-droite. À un moment donné, c'est des groupes de tant de personnes à partir du 15 de juillet, à un moment donné, un petit peu plus de personnes, etc. Mais à toute fin pratique, on entend dans l'ensemble de l'industrie qui a été touchée durement qu'au moment où est-ce que ça a réouvert, ça leur rebondit partout. Les magasins nous disent les ventes, ça a comme explosé. Et il y a beaucoup de jeunes qui étaient comme enfermés pendant cette COVID-là, qui fait comme on peut aller à la pêche. J'ai même pensé à aller à la pêche avant. Là. Bien, on va aller à la pêche. Là, on a aussi la chasse qui s'en vient. La chasse, c'est un petit peu plus dur à apporter aux jeunes. Mais là, je lis sous la plume de Julien Cabana que vous, avec la FDCP, avez mis en place une fin de semaine réservée à la relève pour les jeunes. Parlez-moi de ça. Bien, c'est bien que tu précises la FDCP parce que la FDCP, depuis environ 10 ans, demandait à avoir un événement qui soit un peu un parallèle à ce qu'on a fait ou ce qu'on a créé à l'époque pour la fête de la pêche. Donc, comment qu'on pouvait créer soit la fête de la chasse ou quelque chose du genre? Quand on nous a amené ça, une fois qu'on a été élus, on a eu une discussion à cette idée-là et la fête de la chasse, pour ma part, il me semblait que ça se faisait pas. C'était pas le genre d'activité, de l'appellation, de l'environnement qu'on peut voir d'une fête. Je pense qu'il y a quelque chose de noble dans la chasse. Donc, je pense que c'est un élément qui était important de voir comment on pouvait intégrer ça. Ce qu'on a trouvé avec les gens du ministère et les gens de la FDCP, c'est une fin de semaine de relève, donc qui va débuter avec une relève sur la chasse au cerf de Virginie pour encourager la jeunesse à devenir chasseur, mais ou à apprécier le fait de faire de la chasse. Je pense que c'est ça qui est l'objectif. Il y a des périodes de temps qui sont réservées aux engins, par exemple arc et arbalète. Il y a des périodes pour les chargements par la bouche, le fusil. Là, vous avez nullisé, donc vous avez réservé une période pour la relève. C'est quoi les dates que vous avez réservées? C'est 2 journées. C'est le 31 octobre et le 1er novembre. Mais il y a des règles à suivre. Naturellement, on ne pourra pas arriver quelqu'un le 30 octobre dire tiens, j'essaye ça. C'est pas tout à fait l'idée de base. Comme on le dit, c'est de la relève. Premier élément bien important, on encourage le mentorat. Je pense que le mentorat, c'est un élément très important. Et ce qu'il faut bien comprendre, les personnes qui vont accompagner ces jeunes chasseurs-là, ils n'auront pas le droit d'accompagner, premièrement, plus que 2 chasseurs et 2 jeunes. Et, premièrement, ces chasseurs-là n'auront pas le droit de participer à la chasse. Ah non, c'est pas là, c'est réservé à la relève. L'objectif, c'est qu'eux autres montrent la noblesse de la chasse, comment travailler, on est en forêt, comment on travaille aussi avec un arme à feu, comment qu'on regarde aussi à travailler avec la bête qu'on cherche à aller faire comme prise. Donc, je pense que c'est un environnement qui va être très, très bien fait pour, justement, bien faire les choses.
On parle de jeunes de 12 à 17 ans. Par contre, on peut aller quand même jusqu'à 25 ans. Donc, c'est un peu le ratio des gens, pourvu que ce soit des gens qui sont initiés à la chasse dernièrement. Donc, ça peut être des gens qui viennent d'acquérir leur permis de chasseur dans la dernière année. Ça peut être des gens qui vont venir chercher un permis d'initiation qui peuvent aller chercher au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs par le biais du site Web, entre autres. Et puis, naturellement, ces jeunes-là auront besoin aussi du permis éducatif. Le permis éducatif, on le reçoit après avoir fait cette demande-là. Permis éducatif, le permis éducatif, qu'est-ce que c'est exactement? C'est t'inscrire pour pouvoir participer à l'activité. C'est ça le permis éducatif. C'est comme s'inscrire au tirage au cerf sans bois. Là, on va recevoir une permission de le faire, mais là, on est juste comme sûr d'avoir le permis. Si on respecte les premiers critères, on va s'inscrire sur le site du ministère, puis là, on peut s'adonner. Juste pour clarifier quelque chose, parce que les zones, souvent, par rapport aux engins, on parlait de période d'engins tout à l'heure, vont différer dépendamment des territoires. Dans le cas de cette fin de semaine-là qui est réservée à la relève, c'est visé sur tout le territoire qui est légiféré par le ministère au niveau de la chasse. Donc, où est-ce qu'on a le droit de chasser? Au niveau de la chasse au cerf de Virginie. Donc, c'est vraiment la seule chasse qui va être permise, c'est le cerf de Virginie. Où est-ce qu'on a le droit de chasser selon les zones d'acceptation, parce qu'il y a des zones avec le cerf avec bois, le cerf sans bois, etc. Donc, il faut respecter toutes les règles traditionnelles de la chasse, avoir son permis de port d'armes en conséquence avec l'arme en question. Tous ces éléments-là demeurent. Mais il reste quand même un élément, c'est que tout ça est axé avec le permis éducatif et cette inscription-là qu'il faut faire, naturellement, d'ici le 20 septembre. Parce qu'il faut avoir la chance, au niveau du ministère, de produire le permis et de vous l'envoyer avant que le 31 octobre arrive, C'est très important. Là. Donc, si tu es un jeune, tu veux te faire initier, vous êtes un mentor, vous voulez initier un jeune, ça prend soit le certificat de chasseur, le permis d'initiation, on va s'inscrire sur le site du ministère, soit le permis de port d'armes ou de l'arme qui est visée, parce que toutes les armes à ce moment-là, et le détail au niveau des armes va être sur le site du ministère, ou évidemment, au sens de la loi, être accompagné de quelqu'un qui a son permis de possession et acquisition et qui soit à une distance de bras pour vous faire chasser. Donc, les lois en vigueur standard au niveau de la sécurité dans le maniement des armes à feu et au niveau de la gestion de la faune avec les nouveaux plans de gestion sont en force. C'est tout simplement que c'est réservé pour la relève et uniquement pour la relève. Tout ça demeure et il n'y a pas non plus de distinction. Si c'est à l'arc, à l'arbalète, à l'arme à feu, c'est les règles d'usage qui sont mises en place. Et par contre, il faut être accompagné d'un mentor de 18 ans et plus. Si, exemple, c'est l'arme à feu. Si c'est l'arbalète, ça peut être 16 ans et plus, etc. Donc, il y a toute une suite logique derrière l'application de la mesure. Toute l'information se retrouve sur le site du ministère. Et s'il y a d'autres éléments d'information que vous avez besoin, vous pouvez aussi avoir un numéro de téléphone qui sera véhiculé tantôt sur l'écran. Oui, puis sur le site du ministère, c'est facile de trouver le numéro 1-800. C'est le fun que la danse se passe avec la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs dans ce dossier-là, parce qu'on les connaît, par exemple, par la mise en place d'un système de mentorat, une volonté de pousser le mentorat, parce que ce qui est le fun dans ce que vous mettez en place présentement, c'est qu'un mentor volontaire veut montrer son activité. Donc, va faire une transmission de connaissances qui va être accompagné de valeurs propres à notre sport, qui est la chasse, dans le respect de la bête. Et ça, c'est très, très, très payant au niveau de l'éducation de ces jeunes-là qui vont avoir leur premier contact avec la chasse à ce moment-là. Donc, l'ensemble d'informations, les engins, comment ça fonctionne au niveau du territoire, la réglementation, comment me procurer le permis, c'est sur le site du ministère, Forêt Faune Parc, donc très facile à accéder. Un gros merci pour votre passage en studio. Je vous réinvite, moi, quand vous le voulez, parler de choses comme ça. Là, si vous voulez nous prendre d'autres programmes, on est très, très, très preneurs. Bien, merci. Puis, je pense que ça va être très intéressant pour l'ensemble de la population de créer des jeunes chasseurs qui seront bien formés par nos mentors à travers toute cette dynamique-là. Bon, il y a ceux qui parlent qu'il faut faire quelque chose pour la relève, puis il y a ceux qui font quelque chose pour la relève. On se quitte le temps d'une pause. Au retour, on est en Afrique. On court après des oryx puis des coudous. Quelque chose qui va se passer là. Manquez pas ça. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est fier de vous avoir présenté cette partie d'émission. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec.
dans la deuxième partie de la chasse en Afrique du Sud de Martin. Martin, jour 5 et 6, ça a été un petit peu particulier. Oui, bien écoute, tu le sais, il y a un animal en particulier en Afrique qui m'intéressait. Ah, OK, oui, tu m'en as parlé. L'oryx ou le gamsbok qui est fabuleux, fantastique. Et puis, c'était vraiment sur ma liste. Alors, on allait prendre le nombre de jours qu'on avait besoin. Ja, nee, ek weet. Ek wou daar by die gap kyk, laat ek kan sien wat dit is. I see it, he went that way. Net daar amper by die klip. Met daai groot klippe daar. Ja, net daar so by die klip. Dan is dat net daar. Ek sal net so staar getrek, dan kyk ek so bo. Le jambok ou le oryx, c'est un gibier qui est très rapide, pas facile à voir malgré son apparence. Hein. C'est quelque chose qui est très, très, très contraste en termes de couleur. Et en fait, on le trouve vraiment pas facilement. Quand on les voit, là, c'est qu'ils sont en mouvement généralement, rarement arrêtés. Et on a une fenêtre de temps qui est très, très courte pour enligner l'arme et faire feu dessus. C'est vraiment pas évident. C'est un des animaux les plus durs à trouver ici. Mais c'est ce qu'on cherche ce matin. À date, on en a vu une petite harde de peut-être 4 ou 6 qui se promenaient, mais un peu trop loin. On a traqué un peu, on n'a pas été capable de les retrouver. Là, on vient d'en voir 2 se sauver rapidement. On espère en voir d'autres, mais c'est vraiment pas facile. Là, on va se croiser les doigts. Jour 1, si on le veut, de la chasse au gamsbok, à l'oryx, on cherche, on tente de traquer, voir où est-ce qu'ils sont. On a de la misère à les localiser. À un moment donné, il y a un point par où est-ce qu'ils passent, on voit des traces. On décide d'établir une cache de fortune avec une toile, vraiment. Puis on aperçoit un à ce moment-là, mais que partiellement, puis je peux pas le tirer. Juste ici, il faut faire attention parce qu'il y a des pics partout, comme vous pouvez le voir. C'est exactement ça qui nous rentre dans la peau quand on rentre dans le bois. C'est incroyablement piquant, coupant, ça grappine, ça arrache tout. Même les t-shirts. Ouais, surtout sur la patte. On va avoir une belle cache dans laquelle on peut s'installer. On a nos 3 places, donc Devin reste avec nous, Patrick qui est en arrière de la caméra présentement, et moi on va s'installer. On a vraiment un passage qui arrive là, la route en plein centre, il y a un passage derrière nous et le trou d'eau, donc le point d'eau, les water holes, est juste à côté de nous. Là, on s'installe dans la cache et on attend voir qu'est-ce qui va se passer. Martin, il y a le shade, là. Je savais ce que c'était le oryx, mais on vient d'en voir un traverser la route là-bas. Puis j'ai mis le scope dedans pour voir à quoi lui ressemblait. Honnêtement, je me suis bien shaké. Le cœur me bombe encore. On pense qu'il va faire le tour et revenir au trou d'eau ici. Ça passait trop vite dans la route. Dans la route, on n'aurait pas pu prendre le tir de manière propre, si on va le dire comme ça. J'aurais pu tirer, mais ça n'aurait pas été très, très responsable. On attend de voir si ça revient sur le coup-ci, sur le côté-ci, dans le trou d'eau. Honnêtement, j'en shake un coup, puis le cœur me pompe là, pas à peu près, parce que cette bébête-là, c'est gros, puis c'est beau. Mais là, jour 6, là, les choses se corsent, là. Hein? On s'entend, là, ça se passe un petit peu différemment. J'ai le pouls d'un tympan. On a vraiment localisé une harde dans laquelle il y a 2 beaux shooters, c'est-à-dire 2 beaux oryx qu'on pourrait récolter, qui sont des mâles matures, que d'autres plus jeunes vont prendre leur place sans aucun problème. Mais là, ça part sur tous les sens, on court, mais c'est vite, ces bébites-là. Hey, ça doit, hein?
a big animal, yes. And I think the shot was good, actually. That sounded good. That's what someone said. Didn't see the boy. What's that fucking big thing over there? You tell me shoot on that? Well, okay, poof. Forget about the Gemsbok. Oh. This is big. That's big. I don't know, I'm not African, so this is a kudu. That's big. Là, on courait après des Gemsbok, puis on arrête dans le trail, puis Devin me dit « C'est gros, tire. » Mais on vient de bord, je sais quoi, un kudu, mais c'est énorme! Je sais pas, je prends la shot, ben écoute, je la prends. J'ai effectué mon tir, le kudu est rentré dans le bois, on s'en va voir de quoi ça a l'air. D'après moi, le tir était bien placé. Reste à aller voir qu'est-ce que ça a donné. C'est des animaux qui sont très résistants. C'est pas rare d'avoir à faire 2 tirs sur place. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec ça, on va le traquer. Et puis souvent, on va avoir à faire un deuxième tir. On a tiré dans l'épaule à ce moment-là, mais souvent, on va avoir à faire un deuxième tir. Tous les animaux d'Afrique, là, c'est en plein milieu de l'épaule. Mais c'est, comme je vous dis, c'est des tanks. Des tanks. C'est pas rare qu'on ait à faire une deuxième shot rendu proche. On s'en va voir ça. Do you want to know what you've done? What I've done? A one-shot kudu? That's what you've done. Oh yeah! Les animaux ici, généralement, sont très pattes d'avarouette. As-tu ça, patate, toi? Les animaux ici, généralement, c'est toujours 2 coups. Surtout dans des gros animaux comme un kudu comme ça. Qui est une gueule assez gros, ça n'a pas d'allure. Wouhou! Watch yourself though. Oh, that's big. This is a big animal. Are you kidding me? Right shot. This shot went just true. Perfect. Right over the other side. Yeah. Woo! I'm not gonna cry on TV, but I'm about to. Ah, c'est gros, c'est beau. From him. It'll be safer. Give me the rifle. Oh, yeah, you can take the rifle. Don't lose him. Lose him yet? Your animal, you go touch him. Je suis pris. Attends, le caméraman est pris au secours. Oh man, this is big! Ah, regardez-moi ça. Les animaux en Afrique, on les catégorise un peu en termes de grosseur d'antilope. Il y a les petites antilopes, les Dikers font partie de ça, les Steenbok font partie de ça, les antilopes plus moyens comme le Blessbok, le Springbok, l'Impala et les grands antilopes. Évidemment, le kudu fait partie, comme vous l'avez vu, des grands antilopes. Regardez ma face dans le milieu des cônes. Regardez ça comme il faut, là. C'est énorme. C'est un animal qui... Hey, merci, mon ami. L'expérience, là, incroyable. Les animaux ici sont hyper difficiles dans le sens où ils savent ce que c'est que de chasser. Ils savent ce que c'est que de se faire poursuivre. Et ils se camouflent très bien. Un gros animal comme ça ici se camoufle excessivement bien. Là, on l'a traqué. On a traqué le groupe d'oryx sur une bonne distance et on est tombé sur celui-là complètement par hasard, qui sortait du bois. J'ai décidé de le collecter. J'ai décidé. Devin, notre PH, écoute Martin, tu peux pas passer à côté. Il faut que tu prennes ce kudu-là. Absolument, c'est un très gros bull. En passant ici, dans les moyennes et petites antilopes, on appelle nos bocs à nous, sont des rames. Et dans les grands antilopes, on parle de bulls. Donc c'est comme ça qu'on les appelle ici. Hey, Joel, come over here. Devin also, come over here. Joel, qui est notre tracker, c'est lui qui nous amène d'un point à l'autre. Et bien, ces gens-là qui travaillent sur la propriété ici de Eland Safari vont distribuer cette viande-là aux familles aux alentours. Donc, eux autres, première des choses, les trackers, etc., vont pouvoir bénéficier de cette viande-là. Alors, c'est une viande qui est bien redistribuée. Puis, que dire que, maudit que je suis fier.
Hey guys, come over here for a minute. Hold that in your hand. This is... Thank you, man. Congratulations, Thank you. Joel, this is like huge. Thank you, man. C'est incroyable de voir le talent au niveau tracker, donc c'est au niveau de suivre les traces, de tracer l'animal qu'ont les gars ici. Joel est incroyable à partir, vraiment, jusqu'à nous dire, ils ont arrêté de courir ici, ils ont commencé à marcher, celui-là est telle grosseur, celui-là est telle grosseur, et les traces peuvent être très différentes ici en Afrique. Donc, c'est assez incroyable le travail qui se fait, la synergie qui se fait entre le PH et le tracker est incroyable. On est vraiment privilégié d'avoir une place comme Eland Safari, où est-ce qu'on peut venir chasser comme ça, des belles bêtes, et une des grosses différences, un des gros avantages, c'est le potentiel en termes de grosseur d'animaux qu'il y a ici chez Eland Safari. Les animaux en Afrique, il y en a un peu partout et à tous les prix. L'Est de l'Afrique du Sud est très différent des animaux parfois un peu plus petits. Dans ce secteur-ci, un peu plus au sud, dans le Limpopo, eh bien ça donne ça. Ça donne des animaux qui sont concurrentiels au niveau des prix par rapport à leur grosseur, mais le potentiel de grosseur est incroyable. Hey, je suis content! Look how thick he is at the bottom. He is like awesome. This is... What is that, man? Exactly. That's a big bull. That's a big bull, yeah. That's a big kudu bull. Donc un kudu très très gros élan. Ah, merci. Look at the nice markings. We were about a gamsbok. Congratulations, man. Thank you. Beautiful. Oh, This is a nice one. He's large. He's quite beautiful. large. Quite large and quite long. The dog is already after it. Almost a gamsbok, but Almost a gamsbok. but this will work. This is Yeah, I completely accept this one. come to Africa. This is the kind of trophies you're gonna get. So Yeah. please come and visit Eland Safaris. You come to South Africa. Come to South Africa. Absolutely. Make your dreams come true. T'es complètement malade, là. Ça n'a pas de bon sens. Sérieusement, là, c'était vraiment Ah oui, hot. oui, Tout oui. qu'un feeling, pour vrai. Oui. Un gros animal comme ça, là, c'est comme, j'en reviens pas encore. Je regarde les images, puis j'ai les yeux qui viennent plein d'eau. Donc, je suis comme, Tu reviens à une émotion. oui, j'ai pas dormi fort ce soir-là, mais il restait de la chasse. Hein. Il reste encore le 7e jour de chasse. Ben oui, 7e jour de chasse. C'est Pat qui voulait aller récolter un autre impala. Pat, Impala, Piu Piu, Zing Zing, oui, il voulait un autre Impala. Puis, À l'arc? Ouais, il voulait faire un Impala noir à l'arc. OK. Il y avait déjà un Impala noir, mais là, à l'arc, c'est pas pareil. Fait qu'on est parti à essayer de trouver un Impala noir pour Pat. OK. Shoot him. Good shot. Pat! C'était imprévu. Excusez pour la cigarette, on était sur le break. Syndical. Sur le break syndical, on s'en allait à notre cache pour un Impala noir à l'arc. Puis on vient de voir ce très gros Impala. Ça, c'est l'Afrique. Hein. On se promène comme ça, puis on cible un animal, puis ça arrive qu'on tombe sur une autre chose qu'on veut, puis on le prend. Wow! On les travaille. On travaillait présentement sur un groupe d'impala noirs à départ à l'arc, puis le hasard fait que cette bête-là se pointe. C'est comme au chevreuil, hein? On cherche notre 6 pointes, puis un 8 pointes qui se pointe, eh bien on le prend. On le prend puis on crache pas dessus, on va aller voir le résultat du tir. Et voilà. Quand des opportunités comme celle-là, de récolter un gros mâle mature comme ça, s'offrent à vous, prenez-la. Vous le reverrez peut-être pas de la semaine ou pas du long de votre voyage. Ce qu'il faut savoir aussi, ces animaux-là sont connus pour être relativement dangereux, voire mortels pour certaines sortes de prédateurs comme les chacals, les guépards, les léopards, puisqu'avec le corne, lorsqu'ils se font attaquer, ils peuvent transpercer l'animal. Aussi, les sabots sont extrêmement coupants et tranchants, puis il ne faut pas se laisser berner par la grosseur de l'animal en soi. Tout ici en Afrique du Sud est fait pour soit vous agripper, vous garder prisonnier, comme les broussailles, les pépics. Donc ces animaux-là n'ont pas eu le choix de s'adapter et puis d'être très, très résistants à leur environnement. Martin, je sais pas quoi dire. Merci d'avoir filmé tout ça, d'avoir été rapide. Good shot, buddy. Parce que ça s'est fait excessivement rapidement. C'était vraiment dans l'imprévu, là. Toute une récolte. Félicitations, Pat. Merci. Mais il est pas noir, son impala, puis il est pas à l'arc, là.
T'as compris qu'avec Pat, c'est plus simple de pas se poser de questions puis de juste constater. Il y en avait un beau, un gros Impala, il a décidé de le collecter, puis de la façon qu'il était positionné, la distance, il a choisi de le faire à la carabine. Ben écoute, mais c'est pas fini. Non. Ah, non, on repart parce qu'il veut vraiment son Impala noir. Ben, attends, on va regarder ça. Je pense que tu l'as eu, Pat. On l'a clairement entendu tomber là-bas. Là. Patrick et les Impala. L'amour de ta vie. Numéro 2, après l'écureuil. Oui, après l'écureuil. Puis mes filles, évidemment. Oui. Mais Moi, je suis pas là-dedans. Non, je suis pas. Tu m'aimes plus? en fait, il y a beaucoup de choses qui passent avant mon amour pour l'Impala. Sauf quand je suis en Afrique du Sud. Ah, j'ai hâte d'aller voir ça, man. Il est juste là. Lorsqu'on dit qu'en recherche d'un animal, il ne faut pas seulement que regarder par terre. Regardez-moi ça. L'animal est rentré dans l'arbre littéralement. Je pense, Pat, que tu as atteint l'animal. Pat! I like your shooting. So, my friend, tell to the viewers what you've done to make it possible that I get to get that beautiful animal. Well, Patrick, you worked so hard since this morning to get this one. But no, what's a surprise? This thing sitting under a brush and you can't see it. Your blade hit through the brush and it was already through the animal. And if it just took some minutes to track it, and well, congratulations to your last shot. You got your animal down. Well done, sir. Joel est le top tracker chez Elan Safari. C'est le tracker que j'utilise, que j'ai pour moi avec Devon, mon PH. J'ai blessé l'animal. Malheureusement, j'ai frappé une branche lors de mon tir initial, ce qui a fait en sorte que j'ai blessé l'animal au niveau d'une patte d'en avant. Pas beaucoup de sang. Joel a été capable de le traquer pendant un certain temps. Ensuite, on l'a vu traverser une petite trail. Il est revenu, il a retraversé. Joel est retourné derrière lui. Le fait sortir, l'animal étant blessé, était beaucoup plus lent. Ce qui nous a permis de faire un dernier tir qui a été fatal, comme vous pouvez le voir, avec les gens qui travaillent avec nous chez Elan Safari. C'est des gens comme Joe qui fait en sorte qu'on retrouve nos animaux. Je les remercierai jamais assez. Ils m'ont fait vivre le triple d'une vie sans aucun... Je ne sais même plus quoi dire tellement que c'est fantastique. Tout est super. I grabbed some water. The Impala dance. What a beautiful animal. Méchante bébite, mais là, Pat, as-tu fini avec ces Impalas, là? Ouais, ben, bon, pour cette année, oui. Pour cette année, Pat, il y a vraiment quelque chose avec les Impala, là, mais bref. À partir de là, écoute, nous autres, on s'est chassé pareil, là, Pat, nous, c'est assez. Ben oui, mais là, toi, t'es parti à la traque d'un animal que tu voulais absolument, je pense, hein? Le Steenbok, c'était, comment je te dirais, c'était le numéro 1 sur mon bucket list pour plusieurs raisons. Puis, tu vas voir, j'explique un peu les Tiny Tens en opposition des Big Five en Afrique qui, moi, rentrent pas dans mes valeurs du tout, du tout. OK. Fait partie des Tiny Tens. Animal très, très dur à trouver, très dur à traquer. C'est là qu'entre en jeu le savoir-faire de Joe, notre traqueur, qui me le montre, puis je le vois pas. Sûr. Puis écoute, je te le jure, là, plus qu'on s'éloigne, plus qu'on en avance, plus que l'animal s'éloigne, on finit par faire un tir à 460-470 verges à peu près. C'était tout qu'un tir. C'est oui, mais oui, c'est ça. J'ai eu peur. Left of it, he's lying down. You see, after the green.
That was a great shot. Le petit Steenbok qui était loin en arrière, fait passer entre des branches au travers des buissons. Il était couché sur un autre monticule à l'autre bout de la forêt. Et ces petits Steenbok-là, c'est des petits... Ça vient pas gros adulte, là, ça vient long comme ça. Si on veut réussir à sauver l'animal le plus possible, pas trop briser de viande, etc., il faut passer bord en bord du ventre. Il meurt comme pas mal instantanément. Autrement, il n'y a pas énormément de viande dessus, mais c'est une viande qui est très, très, très prisée par les locaux ici. Donc, on les récolte quand même. Et c'est de beaux petits animaux. On va aller voir ça. Yeah! Ça, c'en était un qui était sur ma liste. Encore plus que le koudou ou que le gamsbok. Parce que c'est un petit animal qu'on voit très rarement dans le sens où est-ce que des petits animaux qui, si on le veut, là, mettons que l'impala se rapproche pas mal de notre cerf de Virginie à nous, bien dans les petits, un peu comme les chèvres naines, un peu, les pygmées, les chèvres pygmées. Bon, il n'y a pas énormément de chèvres qui sont toutes petites comme ça. Bien, c'est la même chose dans les ongulés. Hein? Dans les antilopes, il n'y a pas énormément. Il y a les dikers qui sont comme ça et il y a les petits steenbok de plusieurs variétés. Et je voulais ce petit animal-là qui est pas gros, mais qui est quand même apparenté à l'impala. Là, je vais aller le voir. C'était sur ma liste, il est là. Did we grab that for you? Yeah! Bonanza. Thank you, thank you. Did we Thank grab you. the gun at your animal? You Yep. touch him? Absolutely. Même si c'est un petit animal, on va faire le même test qu'on fait d'habitude. Vous allez voir, ça a de petites cornes, mais c'est un mâle mature. Et c'est un beau à part de ça. Malgré l'apparence, on est moins habitué. Et voilà, il est mort. Oh! Regardez-moi ça, cette petite bestiole-là. Je la tiens par les oreilles pour bien voir les cornes. Alors, malgré les apparences, la petitesse, regardez ma main par rapport à la tête de l'animal. C'est un mâle mature et un beau mâle mature à part de ça. Donc, une belle bête. Bon, le tir a été un petit peu plus haut ici. L'animal était quand même assez loin. On voit très bien le tir là, qui est déplacé un peu plus haut. Donc, ça a coupé le courant directement. Alors, on va probablement perdre les filets mignons, mais imaginez-vous les filets mignons là-dessus. Là. C'est la grosseur de 2 pouces collés ensemble dans le maximum, même 1 pouce d'un bord, 1 pouce de l'autre. Alors, très bel animal. Regardez comme il faut les cornes là-dessus, là. Belle petite bête. Merci, mon ami. De tout petits sabots aussi. Tout petits sabots. Wow! Je suis vraiment content. Honnêtement, très, très, très content. Donc là, on va aller chercher le treuil pour sortir l'animal. C'est pas vrai. On va le prendre dans nos bras. On va sortir l'animal d'ici. C'est tout petit. Et c'est aussi un des animaux qui est très, très dur à récolter ici. D'un, c'est des animaux qui se cachent très bien. Ils sont très, très petits, donc on a de la misère à les voir dans le bois. Et c'est des animaux qui font de très courts sprints, mais de bons sprints. Et dès qu'ils sont à l'abri, ils vont se coucher derrière un tas de roches ou derrière un tas de branches. On les voit pas. Tout ce qu'on voit, c'est des branches dépassées comme les autres. Donc, ils sont durs à collecter. C'est une belle fierté de collecter un Steenbok ici. Et un Steenbok mature comme celui-là, d'autant plus. Martin, il est content. Yes! Fat, thanks, man! Mais c'est petit! C'est donc un petit, un Steenbok! Oh oui. C'est surprenant, n'est-ce pas? Mais ça, c'est un mâle mature. Là. Je l'explique, là, c'est vraiment un mâle mature. Il fallait le prélever parce qu'il contrôlait un arbre de femelle, puis il était même plus fertile. Là. C'est comme, on collecte. C'est vraiment impressionnant là-bas. Ouais. Mais là, après, qu'est-ce qu'on fait avec ces animaux-là? C'est quoi leur chemin un peu, si on veut, après, pour les avoir ici Quand chez tu nous? t'en reviens à la maison, il faut que tu fasses suivre tes animaux ou pas. Là. Il y en a qui vont les laisser au lodge ou à des musées ou peu importe. On ramène nos trophées. On peut pas ramener la viande. On la donne aux populations locales. Tu te souviens plus de bonheur, je t'ai montré comment les gens là-bas skinaient les animaux, préparaient, salaient les peaux, prétanaient. Sur le retour, on arrête à Polokwane. Dans notre cas, il y a un taxidermiste là-bas, un immense taxidermiste. Ça donne la chance en même temps de voir un peu les types de montages qui existent, puis les autres animaux. Donner une idée un peu de ce qu'on veut chez nous. Là. Puis tu te rends compte là, que quand on chasse dans le nord de l'Afrique du Sud, là, les animaux sont beaucoup plus gros que plus bas là, vers la East Cape puis ces coins-là. OK. On laisse nos animaux là, on dit ce qu'on veut, et de là, eux autres vont faire la préparation pour que tu le fasses taxidermiser par ton taxidermiste ici. Donc, eux autres font le packaging, ils envoient la caisse, tu s'en vas le récupérer à l'aéroport. Tu pourrais les faire taxidermiser là-bas, mais à cause du volume, ça coûte beaucoup trop cher à ramener dans l'avion. Donc, ils font la préparation, tu fais taxidermiser ici. Ça prend facilement 6 mois, peut-être 8 mois. Là. Tu vois, on a chassé au mois de mai, si je me trompe pas, et les animaux sont rentrés dans le coin du mois de décembre, là, fin décembre, début janvier. Donc, ça, c'est le temps que ça prend. Puis, tu le fais faire par ton taxidermiste préféré ici, dans ce date. Moi, j'aimerais ça, vivre un trip comme ça.
Ah ouais? Mettons, j'y retourne, là, on commande 2 billets cette fois-là? Je pense que oui, moi. Ben, 3 avec Pat. Oui, je pense que oui. Ouais, parfait. C'est le fun de donner des auditeurs aussi. Oui. On checkerait ça rendu là. Nos prochaines dates en Afrique, on va aviser tout le monde. Du côté de Inland Safari, on s'est fait énormément de plaisir. C'est sûr et certain qu'on retourne en Afrique du Sud. Puis oui, ce serait le fun que tu viennes. Génial. De retour en studio, on a une saison de chasse et de pêche toute particulière. La chasse s'en vient. Pour certains secteurs, c'est même ouvert. Et on a plein de nouveaux plans de gestion qui nous sont arrivés pendant la saison. Évidemment, on fait face à beaucoup de nouveautés. Plus le droit d'utiliser d'urine naturelle. Certains animaux qui étaient strictement que permis au printemps le sont maintenant à l'automne. Des zones qui peuvent éventuellement se chevaucher. Des nouvelles comme, par exemple, la fin de semaine de la relève qui viennent interférer un peu dans ce qu'on connaît de la chasse sur des territoires dans les dernières années. Question de faire la lumière là-dessus et de s'en aller dans le bois en respectant les lois et en ne se ramassant pas en situation de braconnage involontaire. Eh bien, on va aux sources pour vous équiper. François Lebel, qui est biologiste grande faune au ministère Forêt-Faune Parc. Comment ça va? Ça va très bien, Martin, et toi? Ça va super bien. T'as entendu un peu, c'est un peu ce que nous livrent nos auditeurs et on a lancé sur Facebook un appel disant qu'on allait avoir le biologiste grande faune du ministère et de nous envoyer des questions que les auditeurs se posent suite à toutes ces annonces-là. Évidemment, on a sélectionné ceux qui étaient les plus récurrentes. Pour la balance, on va tenter d'en prendre la majorité et de poser les questions aux communications du ministère et de vous revenir là-dessus sur Facebook ou dans l'émission au travers des nouvelles. Mais on en a sélectionné à la gang, ceux qui étaient les plus récurrentes. Et tu vas voir, on passe au travers quand même assez bien. Il n'y a pas de questions pièges là-dedans, mais ça va direct au but. Dans un premier temps, le cerf de Virginie est probablement l'espèce qui est la plus touchée par des modifications. La grande peur qui s'installe, c'est au niveau d'aller simplement chercher le permis puis de pouvoir chasser au chevreuil. Ça semble être compliqué pour plusieurs. Peux-tu nous faire une ligne droite dans comment ça va se passer cette année pour les permis de chasse au cerf de Virginie? Ça me fait plaisir, Martin, de prendre le temps ce soir de bien t'expliquer ces nouveautés-là et de prendre le temps pour montrer quand même que tout est simple dans les nouveautés pour chasser le cerf de Virginie cette année. Donc, par exemple, je t'ai emmené une première chose au niveau des permis pour le cerf de Virginie. On le sait, c'est la première chose quand on chasse un gros gibier comme le cerf de Virginie, il nous faut nos permis. Donc, par exemple, je t'ai emmené un permis de cerf de Virginie, un permis régulier. Donc, ce qu'on avait avant, dans le fond. On avait un permis régulier, pas de zone. Exactement. Ça ressemble pas mal à un permis comme on avait avant, sauf la différence cette année, c'est un permis régulier, mais le chasseur devra identifier dans quelle zone va pratiquer son activité lors de la saison. Donc ici, par exemple, je t'ai emmené un permis d'un chasseur qui est en Gaspésie, donc qui va chasser dans la zone 1 Nord. Soit dit en passant, nouvelle zone en Gaspésie. La zone 1 a été divisée en 2 parties. Oui. La zone 1 Nord et la 1 Sud. Donc, ce chasseur-là pourra utiliser son permis de cerf de Virginie dans la 1 Nord. Donc, pourra récolter un premier cerf dans cet endroit-là. Un premier, c'est important de le dire parce que c'est ce qui change beaucoup dans la réglementation cette année. On a droit à un deuxième. Mais dans une deuxième zone, là, je te vois venir avec ton deuxième permis. Exactement. Si ce chasseur-là, par exemple, en cours de saison, a une invitation d'un ami, de la famille ou quoi que ce soit dans une autre zone de chasse, bien, dorénavant, à partir de cette année, pourra se procurer un deuxième permis. Donc, par exemple, ici, je t'emmène un permis supplémentaire. Donc, c'est un deuxième permis. On a un permis régulier et un permis supplémentaire. Donc, ici, par exemple, la zone 7 Sud. Par exemple, au centre du Québec. Donc, le chasseur pourra aller au centre du Québec dans la zone 7 Sud et utiliser son deuxième permis. Donc, s'il a récolté dans la zone 1 Nord, pourra récolter un deuxième cerf dans la zone 1 7 Sud s'il le désire. Que je ramasse tout simplement comme je le faisais dans le passé. Je vais chez un commerçant qui peut m'émettre un permis. J'identifie ma zone, on me donne mon premier, je me trouve un ami. À la limite, ça va même potentialiser les échanges de territoire entre amis. Ah, mon ami vient chasser chez nous, je vais chasser chez lui. Donc, lui va chercher un permis pour ma zone et moi pour la sienne, puis je m'en vais chasser là, tout simplement. Effectivement. Mais il faut bien comprendre que les zones, ce sont des zones de chasse différentes. Donc, par exemple, ici, la zone 1 Nord et la zone 7 Sud sont des zones de chasse différentes. Il y a seulement une exception au Québec où est-ce qu'on peut avoir un permis régulier et un permis supplémentaire pour la même zone, et ça se situe en Montérégie pour les zones 5 Ouest, 8 Est et 8 Sud. C'est la seule exception. Si un chasseur veut se procurer 2 permis, ce sera dans 2 zones de chasse différentes. Autre question qui est très pertinente, permis de cerf sans bois. Ça a l'air qu'on peut maintenant, que tout le monde peut partager le permis de cerf sans bois avec la famille rapprochée.
Parfait. Je t'explique un peu ça. Par exemple, c'est ton permis. Donc, encore une fois, le fameux permis que je t'ai montré tout à l'heure, le permis de la Sept-Sud. Si, par exemple, au tirage au sort que tu as participé ce printemps et tu es gagnant, bien, sur ton permis de la Sept-Sud que tu vas avoir acheté et que tu as gagné un permis de Serre-sans-Bois dans cette zone-là, va se rajouter le même coupon qu'on avait avant. Permis élargi au Serre-sans-Bois, indiqué la Sept-Sud. Donc, tu peux chasser le Serre-sans-Bois en vertu de ce permis-là. Maintenant, nouveauté cette année, tu peux partager le permis de Serre-sans-Bois avec ta famille immédiate. Qu'est-ce que ça veut dire, la famille immédiate? C'est que tu pourras le partager, par exemple, avec tes parents, tes grands-parents, tes frères, tes sœurs, ta conjointe, tes enfants, tes petits-enfants et même les enfants et les petits-enfants de ta conjointe si, par exemple, une famille est reconstituée. Donc, tu vas à la chasse, donc je suis ton enfant, on s'en va à la chasse ensemble et c'est moi qui récolte le Serre-sans-Bois. Donc, tout simplement, tu viens me rejoindre ou quoi que ce soit et on va perforer le permis qui montre le privilège du permis de Serre-sans-Bois à toi. Donc, il y a un petit endroit sur le permis, on perfore ça, mais je prends mon coupon de transport de mon permis. Donc, toi, tu viens de perdre ton privilège, tout simplement, mais tu peux continuer de chasser en vertu de ton permis. Tu as partagé ton Serre-sans-Bois. Le reste te reste et t'appartient. Exactement. François, je t'arrête. On doit prendre une pause. Au retour de la pause, on continue. La liste de questions, il y en a quand même pas mal. Restez là, on revient, ce sera pas bien. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est fier de vous avoir présenté cette partie d'émission. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. On continue avec nos questions. François, le ministre, nous a parlé de la fin de semaine de la relève. Maintenant, j'ai évidemment des utilisateurs qui se posent beaucoup de questions, beaucoup plus spécifiques sur les prérequis. Qui exactement et dans quels paramètres a droit à la fin de semaine de la relève? Parfait. On prend le temps de bien t'expliquer vraiment parce qu'il y a 3 catégories qui peuvent s'inscrire pour cette fin de semaine de la relève-là. Premièrement, on a les jeunes de 12 à 17 ans qui sont certifiés pour l'engin qu'ils vont utiliser pendant cette fin de semaine-là, que ce soit une arbalète ou une arme à feu, par exemple. Donc, jeunes de 12 à 17 ans, certifiés. Première catégorie. Deuxième catégorie, les nouveaux certifiés qui ont été certifiés pour l'engin, encore une fois, qu'ils vont utiliser pendant la fin de semaine de la relève, par exemple arme à feu ou l'arbalète, mais les nouveaux certifiés qui ont passé leur certification en 2019. Donc, deuxième catégorie qui vont pouvoir appliquer pour la fin de semaine de la relève. Troisième catégorie, les détenteurs d'un permis d'initiation. Tu sais que le ministère a mis en place depuis 2003 la notion de permis d'initiation. Oui. Donc ça veut dire qu'une personne qui n'est pas certifiée, qui n'a pas de maniement d'arme à feu non plus, peut appeler le ministère, obtenir un code d'initiation et une fois dans sa vie, acheter les permis qu'il désire pendant une année. Donc ça... c'est une belle initiative qui te permet de voir si c'est pour toi la chasse, mais il faut juste se souvenir que faut que tu choisisses ton année parce que tu peux pas le refaire une deuxième fois. Exactement. Mais un détenteur de permis d'initiation se qualifierait pour aller chercher le permis éducatif nécessaire pour cette fin de semaine-là. Exactement. Donc, ces 3 catégories de personnes-là devront aller sur le site Internet du ministère où il y a un numéro de téléphone aussi qui peuvent accéder pour nommer leurs informations, pour accéder au permis éducatif. Et j'en ai emmené un aujourd'hui, un permis éducatif. Donc, les gens qui vont se qualifier, s'ils ont les critères requis que je t'ai dit dans les 3 catégories, recevront un permis éducatif, ce qui va leur donner l'exclusivité de chasser pendant cette fin de semaine de relève-là. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce permis éducatif-là te donne le droit de chasser pendant cette fin de semaine-là, mais tu devras avoir, par exemple, ton permis de chasse au centre de Virginie avec ton coupon de transport pour mettre sur la bête. C'est que cette fin de semaine-là est réservée aux jeunes et que ça prend le permis éducatif pour le faire. Exact. Maintenant, on parle de jeunes. La tranche d'âge, puis on parlait de le 12-17, 12-25, le 25 ans pourrait l'avoir encore. C'est clair que ça commence à 12 ans. Exact. Mais c'est quoi la limite? Tu disais, il n'y en a pas de limite, Martin. Okay. Donc, la relève, on le sait, il y a des jeunes, mais des fois, on peut être initié à 30 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans. Nous, la relève, c'est ça. C'est tout le monde à partir de 12 ans, bien sûr. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a un permis d'initiation ou qui est nouveau certifié, il peut se classer pour cette fin de semaine de relève-là, peu importe son âge, avec un âge minimal de 12 ans. Au niveau des règles d'accompagnement,
parce que ça devient important. Puis même tout à l'heure, là, je me demandais un petit peu, c'est quand tu as le permis d'initiation ou d'être proche d'un détenteur de PPA. Mets-moi ça clair. Là. Comment je peux me faire accompagner adéquatement? Parce que 18 ans, 25 ans comme accompagnateur. Je ne rentrerai pas tout dans les détails aujourd'hui. Tu pourras, et vos auditeurs pourront aller voir vraiment sur le site Internet du ministère pour vraiment avoir tous les détails. Mais ce que je peux te dire vraiment, c'est les règles d'accompagnement pour la fin de semaine de la relève sont les mêmes que les règles d'accompagnement que le ministère avait mis en place depuis plusieurs années. Donc, par exemple, les jeunes de 12 à 17 ans doivent être accompagnés. Eux qui sont, par exemple, détenteurs d'un permis d'initiation doivent être accompagnés aussi. Donc, allez voir bien comme il faut. Vraiment être dans la législation, vraiment être dans les lois, puis pas avoir de problème. C'est comme, de toute façon, c'est la référence. Quand on se pose une question sur des zones, que ce soit la pêche, la chasse, des espèces, des engins, etc., c'est sur le site du ministère qu'on va trouver l'information pour le faire, pour que cette fin de semaine-là soit une fin de semaine qui est plaisante puis qui fait ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire transmettre des connaissances de manière intéressante. Exactement. Prochain sujet qui, évidemment, celle-là, on l'a reçu pas à peu près. Le ministère a mis en place un système d'enregistrement électronique. De la façon que ça a été présenté au départ, on a eu l'impression que c'était un système temporaire pour le temps de la COVID. Donc, tu comprends ma première question, puis de toute façon, toi, je vais te laisser aller sur le reste, parce qu'on va en avoir long à dire. Est-ce que c'est un système qui est là pour rester pour nous, chasseurs? Bon, tu sais maintenant, Martin, avec le contexte qu'on connaît actuellement, au printemps, il fallait quand même avoir des solutions pour permettre la chasse, par exemple, au Québec, que ce soit au niveau de l'ours noir et le dindon sauvage, où est-ce qu'il y a un enregistrement obligatoire de ces bêtes-là. Le ministère a mis une solution temporaire et ça a très bien fonctionné. Les chasseurs ont bien enregistré leur prise. Donc, tout au cours de l'été, l'administration du ministère a travaillé très, très fort pour avoir une nouvelle plateforme améliorée. Donc, dès cet automne, on pourra enregistrer orignal, ours noir, cerf de Virginie, dindon sauvage, à partir d'une plateforme améliorée par le ministère. Mais bien sûr, les stations d'enregistrement seront aussi disponibles si les gens veulent se diriger vers une station plutôt que enregistrer leur prise en ligne. Excellente nouvelle. C'est un système qui reste et qui facilite énormément l'accès. Puis c'est le fun aussi de savoir que les gens qui n'auraient pas accès, par exemple, à un téléphone cellulaire ou à quoi que ce soit, peuvent aller à leur station d'enregistrement traditionnelle. Ça, c'est comme parfait. Pour l'avoir essayé, moi j'ai bien aimé parce qu'on peut même on peut envoyer la photo de l'animal directement, fait l'enregistrement, et ça se fait en un temps record. On conserve tout simplement la confirmation avec nous dans le téléphone cellulaire. Donc si on est intercepté pour vérification par un agent de protection de la faune, eh bien de manière électronique, je peux lui prouver que j'ai enregistré mon gibier à ce moment-là. Les temps réglementaires d'enregistrement de gibier ne changent pas, par contre. On applique la même réglementation au niveau de la limite de temps, que ce soit, par exemple, et pour le trapage aussi, parce que c'est applicable pour le trapage aussi, si je ne me trompe pas. Exact. Par exemple, au niveau de la chasse, donc tu dois enregistrer ta prise 48 heures après la sortie du territoire de chasse. Donc, que ce soit l'enregistrement en ligne, les stations d'enregistrement, tu dois enregistrer ta prise. Ça ne change pas. Exactement. Ouais, ça, c'est parfait. De toute façon, pour tous les renseignements qu'on a besoin, François, je te remercie énormément pour ceux que tu m'as apportés, mais tous les renseignements qu'on a besoin sur peu importe la question en matière faunique, surtout au niveau de la chasse et de la pêche, eh bien, c'est sur le site du ministère qu'on va trouver l'information juste et correcte. Alors, à toutes les fois que je me rends sur un territoire, et surtout quand c'est un nouveau territoire, je vais vérifier la réglementation qui est en cours sur ce territoire-là, parce que comme vous l'avez vu cette année, au niveau des plans de gestion, bien, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer en cours de chemin. C'est ma responsabilité d'aller vérifier sur le site du ministère. C'est déjà tout pour nous cette semaine. La semaine prochaine, Stéphanie Vanet qui me vole ma place. Elle s'en va à la pêche à CEPAC Mastigouche, réserve faunique de Mastigouche. Soyez des nôtres pour voir cet épisode de pêche-là. Bon, j'espère qu'elle va pogner du poisson. Au bout de la ligne, elle m'a volé ma place, mais à ce temps, pas du poisson! Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale.